Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent. Je voulais explorer deux idées principalement sur le bike erg aujourd'hui. J'ai l'Emoxy sur les jambes, j'ai le cardio-fréquence-mètre. Si tout se passe bien, tu auras sur l'écran un aperçu de ce qui se passe ici en termes de puissance, en termes de cadence, et aussi un aperçu sur l'écran de tout ce qui se passe au niveau d'Emoxy et de la fréquence cardiaque. Les deux choses que je voulais explorer aujourd'hui, dans un premier temps, ça va être l'effet des sprints sur la saturation en oxygène au niveau des muscles. Et donc, on va voir en situ que notamment ce qui se passe pendant un effort intense et court, on utilise quand même de l'oxygène dès les premiers instants. Et donc, ça va à l'encontre de tout ce qui est des filières énergétiques de base, on va dire. Mais je pense que c'est intéressant de le voir en situation, en live. Et la deuxième chose que je voulais explorer, c'était l'effet de la cadence sur la saturation en oxygène. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 intervalles à 200 watts, un à 60 RPM, un à 80 RPM, un à 100 RPM. Et on va voir comment réagit l'oxygène. Ensuite, on analysera toutes les données ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par allumer tous mes petits écrans. Donc, je vais avoir la vidéo sur mon screen ici. Et on commence maintenant. C'est parti. Ok, on est parti sur les deux. Et donc, je vais commencer à tourner tranquillement. Juste histoire de voir ce qui se passe. J'ai le micro ici. J'espère que tu m'entends bien avec la caméra à distance. Voilà, on a l'aperçu sur l'écran. Donc là, je me lance gentiment. J'ai déjà fait un petit échauffement, une dizaine de minutes. Donc, on va gentiment pouvoir lancer les sprints. Là, on se met juste en situation. Donc, tu peux voir ce qui se passe au niveau de l'oxygène. Une petite baisse. À savoir que les Moxy sont réglés sur un demi-hertz. Donc, ils prennent une mesure toutes les 2 secondes. Et la courbe, elle est ensuite lissée sur 10 secondes. Ce qui veut dire qu'il y a un petit délai par rapport à ce que tu vas voir sur l'écran et ce qui se passe directement en situation. Mais tu verras que ce sera, quoi qu'il arrive, bien représentatif de ce qui se passe au niveau du muscle. J'ai un petit déséquilibre gauche-droite. Ça, je le vois depuis plusieurs séances. J'ai eu une blessure qui s'est prolongée assez longtemps au niveau de la cuisse gauche. Et donc, je pense que c'est à cause de ça, un petit différentiel de force. Donc, en gros, on voit la jambe gauche qui travaille un peu plus dur que la jambe droite pour le même effort. Bien sûr, sur ce vélo, j'ai pas de capteur de puissance dans les pédales. Donc, je peux pas faire la différence gauche-droite par rapport à comment je pousse. Mais si on part du principe que je pousse de manière équivalente à gauche et à droite, on voit qu'il y a quand même un petit déséquilibre. Donc, je vais m'arrêter. On va laisser le SMO2 remonter. On va voir la courbe qui commence à tendre vers le haut. Ok, on arrive gentiment. On est un peu plus bas que prévu, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec un premier sprint. On va essayer de faire une petite montée en puissance sur 3-4 intervalles et voir ce qui se passe à chaque fois au niveau de la saturation en oxygène. Donc là, on a un niveau à peu près à 50. Ce qu'on devrait avoir, c'est un beau pic en descendant pendant le sprint, une belle remontée qui va être, on va dire, aller au-dessus du seuil auquel on est maintenant, autour des 40%. Donc on appelle ça une hyperrémie réactive. En gros, c'est quand il y a un apport en oxygène qui est beaucoup plus important que l'utilisation d'oxygène, ce qui va être le cas à la fin du sprint. Mais on va voir ça ensemble en situ là maintenant tout de suite. Donc je vais partir pour mon premier sprint. Allons-y, c'est parti. « 460 watts, 480 watts. On va rester là une dizaine de secondes. 490. Encore 5. 3, 2, 1. On coupe. Donc là, une belle courbe de désaturation. Donc on voit toujours cette différence gauche-droite. Descendu à peu près 8% à gauche, 20%, 18% à droite. T'as pas besoin du deuxième ou bien? Et là, on voit la courbe qui remonte. Donc encore une fois, on voit la fréquence cardiaque qui s'est élevée. On voit le système respiratoire qui s'est mis en marche aussi.
pour essayer de subvenir à cette dette d'oxygène qu'on a créée pendant le sprint. Et on voit ce chiffre maintenant qui remonte. Donc on voit qu'on est à 80 sur la cuisse droite, 74 sur la cuisse gauche. Donc on a cette hyperémie réactive qui remonte le seuil de base du fait qu'on a créé une dette d'oxygène. Donc le corps répond par une vasodilatation métabolique, donc tout ce qui est des artères, des artérioles, des capillaires qui sont sollicités, qui sont vasodilatés, plus de capillaires qui sont recrutés, un plus grand volume sanguin qui est apporté. Et donc quand on coupe l'effort, on a, si on pense utilisation et apport, on a une grosse utilisation en début de sprint, on a un apport qui vient essayer de subvenir à ses besoins, et dès le moment où on coupe l'effort, ça reste encore un petit moment, d'où l'hyperémie réactive et cette remontée en oxygène. Donc là on voit 85%, 80% respectivement sur les deux jambes. J'ai monté un petit peu le damper sur le bike, donc sur ce sprint là on va aller un petit peu plus vite. Ce qu'on fera après sur la vidéo, c'est qu'on passera en revue les données et on essaiera de voir au niveau de la courbe si on peut voir une différence sur la pente de désaturation. On sait notamment au travers des travaux qu'Evan a fait récemment que plus la pente est accentuée, plus la pente descend vite, plus on utilise rapidement l'oxygène, plus on va produire de puissance. Donc là on va gentiment partir pour le deuxième. Je lance gentiment la machine, peut-être partir sur quelque chose comme 550-600 watts. Je vais monter un petit peu plus vite que le dernier. Donc là, on est déjà à 450. Allez, on pousse un petit peu plus. Voilà, 600 watts. On va essayer de tenir 600. Encore une dizaine de secondes. 630. Allez, jusqu'à 40. 3, 2, 1. On coupe. Ok. Une belle petite descente. Toujours dans les 10. Cuisse gauche. 18, 20. Cuisse droite. Donc là, on a aussi un deuxième effet qui vient en ligne de compte, c'est que le système d'apport en oxygène, les systèmes qui contribuent à l'apport en oxygène, vasodilatation métabolique, le système cardiaque, donc cardiovasculaire, quand on parle de vasculature et du cœur, et la respiration. Ceux-là, maintenant, ils sont déjà engrangés, et donc on voit que pour atteindre les mêmes chiffres, j'ai dû pousser beaucoup plus dur. Donc maintenant, si je veux aller encore au-delà en termes des chiffres qu'on va voir sur l'écran, il va vraiment falloir que je pousse encore un petit peu plus. Donc on va monter ce damper un petit peu plus et voir jusqu'où on va pouvoir pousser après. Bonne récupération au niveau de la courbe ici, on le voit. Et si on veut le voir, on voit ces deux pics. Premier pic, premier sprint, pic vers le bas donc. Deuxième pic, deuxième sprint. Donc on est parti de beaucoup plus haut, on est allé beaucoup plus bas. Autre raison pour laquelle on n'est peut-être pas descendu plus bas que le précédent, c'est qu'on a commencé avec un réservoir entre guillemets beaucoup plus plein, comme on le voit entre ce 40-60% sur le premier sprint et on est parti à 80% du deuxième sprint. Là on verra avec la puissance supplémentaire, est-ce que la pente va descendre plus vite et je vais mettre un petit coup de pédale un petit peu plus tôt que sur le sprint précédent. Est-ce qu'on va voir cette courbe qui descend plus vite, mais aussi est-ce qu'on va avoir des chiffres peut-être un petit peu plus bas. Pour ça, il faut peut-être que je pousse un poil plus longtemps, voir si on arrive à tenir. Je vais voir ce que je peux faire. Des sprints comme ça, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc je me manage aussi un petit peu. On reviendra avec des gros chiffres quand ça aura du sens. Pour l'instant, on se remet gentiment dedans. Je laisse juste mon cœur redescendre un petit peu. Encore 3-4 battements. Et ensuite, on attaquera le dernier sprint. Voilà, là, j'ai la respiration qui est revenue à peu près à zéro. Je parle quasi normalement. J'ai encore un tout petit peu d'air qui est une petite dette d'oxygène encore qui est à repayer. Mais là, on est bien, 86%, 82%. On va partir, voir si on arrive à atteindre 700, 800. Et comme j'ai dit, je vais mettre un coup de pédale un peu plus tôt. Voir si on arrive à faire en sorte que la pente de cette courbe soit un petit peu plus accentuée vers le bas. Et donc, c'est parti. Allez, encore 5 secondes.
Un petit délai sur la courbe. Alors intéressant, on le voit, je suis pas descendu aussi bas. Est-ce que je suis descendu plus vite? Il semblerait sur la deuxième partie de cette courbe, mais définitivement pas descendu plus bas qu'avant. Encore une fois, le système maintenant il est chaud. Le système d'apport en oxygène il est à bloc, cardiaque, vasculaire, respiratoire. Et donc pour aller chercher des chiffres très très bas en termes de saturation, il faut vraiment pousser encore plus fort. Donc je redescends un peu la résistance et on essaiera encore tenir un peu plus longtemps avec un petit peu moins de watts et on verra ce qui se passe. On laisse gentiment le cœur redescendre, on prend sa respiration, on est toujours à 85, 80%, droite-gauche, toujours ce petit décalage à gauche. Qu'est-ce qu'il te faut? Là, je cherche le test de préhension. Ah ouais. C'est bon. On se donne encore 15 pulses de récup. Et après, on repartira pour le dernier. Si on regarde les courbes de nouveau, on voit quand même cette courbe, cette pente qui est beaucoup plus accentuée sur le dernier, même si on n'est pas descendu aussi bas. Donc c'est vrai que si on voulait une désaturation maximale, soit fallait que je pousse un peu plus longtemps. Là, j'ai poussé une quinzaine de secondes. Soit, comme je vais le faire maintenant, descendu un petit peu le damper setting, donc le facteur de résistance un peu plus bas. Et on va relancer la machine. Et voir si on arrive à descendre. Je vais tenir un peu plus longtemps pour voir si on arrive à descendre potentiellement en dessous des chiffres qu'on a vus, des minima qu'on a vus. 8 à gauche et qu'est-ce que c'était? 14, 15 à droite. Peut-être même un petit peu plus. Allez. On s'y remet gentiment, on arrive à 120 pulses. La respiration est presque bonne. Les jambes vont bien. Donc on va envoyer, on va tenir un petit peu plus longtemps. Je vais voir combien de temps on reste dessus. Mais le but, ça va être d'atteindre des minimums au niveau de l'oxygène. Allez, c'est parti. « 700 watts. On va essayer de tenir ça un petit moment. Allez, on tient. Allez, on tient. Allez, ça pique. Allez, allez, allez. Ouh, ouh, ouh. Presque un petit Wingate. Donc là, on voit un beau plateau. Fréquence cardiaque qui est bien montée. Un beau plateau minimal sur l'oxygène. Ce qui veut dire que la contribution, et c'est là où c'est un peu compliqué avec l'histoire des filières parce que c'est vraiment une inversion, une quasi-inversion de ce qui se passe par rapport au modèle de base. C'est que on a l'oxygène qui contribue à, je dirais, la vaste majorité de l'effort sur cette première période. Et ensuite, quand on arrive sur ce plateau, qu'on commence à voir là, sur cette courbe, le petit plateau en bas, qui a duré pas très longtemps, mais assez pour que ça pique, c'est là où on n'a plus d'oxygène. Et donc, on va avoir d'autres processus, notamment la glycolyse, qui va se mettre en route pour, en gros, combler le manque. Il n'y a plus d'oxygène de disponible. Le paramètre utilisation d'oxygène, il est maximisé. Donc là, on passe sur ce processus qui là pour le coup est anaérobie, où on va générer de l'ATP sans directement utiliser l'oxygène. Même si, comme on le sait, rien ne travaille en isolation, le lactate produit par la glycolyse retourne dans les mitochondries pour être oxydé, pour être tourné en ATP, pour régénérer du glycogène également. Et donc c'est tout un circuit, mais c'est là où on voit ce petit plateau en oxygène à la fin, et à la fin du sprint notamment, qui nous montre que voilà, l'utilisation de l'oxygène est maximisée, on n'est plus sur un processus aérobie, là on passe sur un processus anaérobie, donc c'est vraiment inversé en fait.
c'est aérobie d'abord, anaérobie ensuite. Je vais tourner un petit peu les jambes légèrement parce que là elle pique un petit peu, histoire de faire redescendre tout ça. Et ensuite, s'il me reste un peu de patate, je vais faire ces 3 petits intervalles. Je pense que je vais faire 3-4 minutes maximum. J'ai les jambes qui sont bien lourdes là quand même, mais on va se donner 2-3 minutes histoire de récupérer un petit peu. Très très léger, là je suis à 50 watts, 55 watts. Juste histoire de faire tourner un peu les jambes. Récupérer. Intéressant, on voit que le SMO2 à droite reste stable. Le SMO2 à gauche descend un petit peu, malgré la faible intensité de l'effort. Cette jambe gauche qui est toujours sollicitée, est toujours sollicitée beaucoup plus que cette jambe droite. Il semblerait en tout cas, dans tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc un petit déséquilibre à explorer et certainement à essayer d'ajuster au fil du temps. Là on le voit bien sur le graphique à droite, la jambe gauche, donc la courbe qui est violette claire, qui descend un petit peu alors que la jambe droite reste complètement plate. Aucune sollicitation à ce niveau-là. Donc vraiment cette jambe gauche qui est sans mauvais jeu de mots qui traîne un petit peu la patte quand même. Ok, fréquence respiratoire un petit peu haute encore. On laisse le cœur redescendre. Ensuite on programme ces 3 intervalles. Je vais essayer de pas m'échapper, mais je vais quand même descendre à 3 minutes je pense sur les 200 watts parce que là vu l'état des jambes, on sous-estime toujours le Wingate. Et même si c'était pas un vrai Wingate et que je suis de loin pas en top forme, il faut quand même prendre ces efforts-là en considération. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 minutes à 200 watts, 60 RPM, 1 minute de repos, disons une 30 pour vraiment laisser la saturation remonter. Ensuite, on va faire 3 minutes à 200 watts, 80 RPM et 1 minute 30 de repos. Et pour terminer, 3 minutes à 200 watts, toujours on reste à 200 watts au travers des 3 intervalles. Et sur le dernier, on va faire 100 RPM. Et on va voir potentiellement les différences en utilisation d'oxygène une fois qu'on analysera les données après dans la deuxième partie de cette vidéo. Bon, je suis à 130, on va gentiment planifier nos intervalles ici. On ne calibrera pas aujourd'hui en tout cas. Alors, intervalle, temps, comme j'ai dit, on va faire court, on va faire 3 minutes, 1:30, allez, 4 minutes, on va pas s'échapper. On va se caler 60 RPM. Je m'étais mis un petit scotch avant quand j'ai préparé tout ça pour être juste dessus. Normalement, je serai pas loin du tout. Voilà, 110 BPM. On est redescendu et on se met dedans et on y va. Allez, 60 RPM. C'est très très lent. On essaie de se caler pile poil dessus. Là, je suis un tout petit peu haut sur les watts et sur les RPM. Là, on est bien. Voilà. 60 RPM. Ok. On regarde ce qui se passe au niveau oxygène. Après 30 secondes, je suis à 61,47. Ça continue à descendre. La courbe qui s'aplatit un petit peu. Donc là, après 50 secondes, la courbe est presque plate. On arrive là à un niveau à peu près stable après 1 minute d'effort. Donc là, on est à 45 et 31. Encore une fois, une grosse différence entre les deux jambes quand même. C'est assez significatif. La jambe droite qui bouge pas trop, qui reste à peu près stable. La jambe gauche qui continue à descendre. Ça, on le verra aussi sur les tendances du graphique après. La différence de réaction entre les deux. C'est bon, on a les deux vidéos. On est à 40 sur la droite, 24 sur la gauche. Donc on voit cette inflexion sur la courbe de la jambe de gauche.
même après la première descente initiale, beaucoup plus de réactivité au niveau utilisation. Mon hypothèse, c'est qu'elle est affaiblie à gauche, et donc elle a besoin de plus de boulot que la droite pour revenir à niveau. On voit aussi la réponse cardiaque, la 150 après 2 minutes, qui continue à grimper gentiment, ou qui se stabilise un peu ici. Bon, le fait de parler durant l'effort n'aide pas non plus à ce niveau-là, mais j'aime bien parler. Alors ça va. On continue. Stabilise un petit peu sur la gauche à 23. Stabilise aussi 43 ici à droite. Donc là, on a atteint un état stable. Équilibre, utilisation, apport en oxygène. Voire même une petite courbe montante maintenant. Que le cœur est monté. Et là, encore une fois, on va atteindre un état stable. Ou quasi stable, en tout cas. Dernière minute d'effort ici. « 30 secondes. Je sais que c'est pas la même de tourner à 60 RPM, pas l'habitude, mais pour la science. Allez, jusqu'au bout. Une belle petite moyenne à 200,00. Ok, une 30 de repos. Voilà, cette courbe qui va commencer à remonter. Allez, on change le facteur de résistance pour se caler à 80 RPM sur le prochain. Intéressant, on voit cette tendance de courbe sur la gauche qui est plus prononcée, hein, qui part comme ça et qui remonte, alors que l'autre elle remonte avec une forme un petit peu différente. Ce sera intéressant de voir si on voit ça sur le graphique après, ces petites nuances entre les deux côtés. On voit une dette d'oxygène plus importante sur la jambe gauche que sur la jambe droite. Donc potentiellement une jambe gauche qui a besoin de travailler plus et plus dur pour fournir le même effort que la jambe droite. D'où l'hypothèse de la différence d'état entre la gauche et la droite. Voilà, on revient à notre état de base, un petit peu plus bas qu'après les sprints parce qu'on n'a pas une réponse, une réactivité qui est aussi importante. On a 10 secondes encore, ensuite on repart. Prochain intervalle 4 minutes, 200 watts, 80 RPM. Et donc on verra en termes de valeur ce qu'on arrive à atteindre. Allez, c'est reparti. Ça fait du bien de tourner un petit peu les jambes. On trouve 80 RPM, tout juste. Voilà. 80 RPM, 200 watts. Ok. Pendant que j'y pense, si t'es encore là après 24-25 minutes de vidéo, 27 minutes de vidéo peut-être, n'oublie pas de liker la vidéo. Inscris-toi, abonne-toi à la chaîne aussi. Et si tu apprécies ce genre de contenu, il n'y a pas plus live que ça. Il n'y a pas plus appliqué que ça. N'hésite pas à partager la vidéo, un petit screenshot pour tes stories Insta. Tag-moi dedans, ça fait toujours plaisir. Merci comme toujours à tous ceux qui prennent le temps de regarder, prennent le temps de laisser des commentaires. J'apprends énormément avec tout ça. Donc merci à toi. Voilà, 1 minute, 34%, 45%. La minute 30 de repos était bien sûr incomplète, dans le sens où je suis reparti avec une fréquence cardiaque encore un petit peu élevée.
de l'ordre de 122, 123 si je ne me trompe pas. Donc pas une récup totale, mais suffisante pour récupérer au niveau oxygène. C'est bien plus aisé à tenir quand même. 80 RPM. Encore une fois, à voir quelle différence on voit, si on voit des différences entre les différentes cadences de travail pour une intensité donnée. Allez, on arrive gentiment à 2 minutes. Le cœur qui est plus haut qu'avant. Une 57, une 58 à 2 minutes. Donc encore une fois, on est parti d'un petit peu plus haut. Ça peut s'expliquer comme ça. Une autre explication est que plus la cadence est élevée, plus la demande devient importante au niveau cardiovasculaire et respiratoire. Et ça, on le sait intuitivement. Si tu vas bas dans les RPM pour une puissance donnée, ça va être plus jambes, donc plus utilisation, parce que c'est plus lourd, entre guillemets, par coup de pédale pour une puissance donnée. Alors que là, ça tourne un peu plus vite. Plus de demandes au niveau respiratoire et cardiovasculaire. Un des résultats que j'ai vu d'ailleurs qui était très intéressant, quand mon athlète Nico a fait ses entraînements respiratoires, c'est que sur le retest du 4-1-4 qu'on avait fait, qu'il était capable, à des puissances données, de tenir des RPM beaucoup plus hauts, avec beaucoup plus de confort qu'avant. Ça, tu peux aller le voir sur ma chaîne aussi. Tous ces résultats, avant et après, comparatif des chiffres, des données collectées, de la performance en elle-même. Et on est arrivé à peu près un état stable, 161 BPM, un peu bas en watts là, hop, on remonte un petit coup pour les derniers 30 secondes. Oh. Allez, on arrive au bout de celui-ci, et ensuite, on fera un dernier intervalle, à 100 RPM cette fois-ci, ça va être chouette, ça va être intéressant. Voilà, on reste bien à 200 pour la fin, on se précipite pas, les vidéos tournent toujours, ça fait plaisir, quand la technologie fonctionne. Allez, un peu de repos. Heureusement qu'on arrive au bout de la séance. J'arrive au bout de ma bouteille. Bientôt plus rien. On bouge le damper pour la prochaine. Juste bien fixer ça à la bonne hauteur. Voilà. Hop. 200 watts, 100 RPM pour terminer. On repose les jambes. Toujours important de laisser les jambes se reposer complètement si on veut voir une vraie courbe au niveau oxygène, parce que sinon avec le fait de poser le pied par terre, de marcher un petit peu, ça va avoir une influence sur ce qui se passe au niveau des données. Donc si on veut des courbes qui sont propres, il faut prendre son mal en patience, rester assis, reposer les jambes. Là on arrive gentiment sur le dernier. Fréquence cardiaque qui est encore assez élevée, une 40 par rapport à une 20 après le dernier intervalle. Encore une fois, ça m'étonne moyennement, puis j'arrête pas de parler. Allez, on essaie de monter à 100 RPM tout de suite. Allez, 100. C'est vrai que c'est pas le même type d'effort du tout. Donc comme je l'ai dit avant, beaucoup plus léger sur les jambes en termes de charge. Mais voilà, un peu plus dur au niveau de la coordination notamment. Coordonner le mouvement à cette haute vitesse, c'est pas pareil. Ce que je ferais, c'est que je superimposerais les trois courbes sur le même graphique pour l'analyse des données après, qu'on puisse vraiment voir les différences côte à côte. Ce serait intéressant.
Allez. Le 100 watts, on reste bien calé dessus. Tout près des 100 RPM, donc on est pas mal. Déjà 1 minute. La courbe qui est déjà plate. Plus rapidement que la dernière, il me semble, en tout cas. Une fréquence cardiaque qui est tout de suite beaucoup plus haute qu'avant. Encore une fois, pas partie de la même baseline, donc on garde ça en tête pour l'interprétation. C'est toujours facile de conclure des choses qu'on veut conclure, mais il faut essayer d'être le plus juste possible, de prendre tous les paramètres en compte, de jouer l'avocat du diable avec ses propres idées, si on veut avancer correctement et en limitant tous les biais possibles. On sera toujours biaisé, mais si on peut le limiter un maximum, ce sera pas mal du tout. Allez, on arrive à 2 minutes, déjà 164 BPM. La respiration qui est beaucoup plus dure qu'avant. Beaucoup, peut-être pas, significativement peut-être. Les jambes tranquilles, très léger sur les jambes. Grosse différence à ce niveau-là, surtout entre le 60 RPM et le 100 RPM ici, au niveau du ressenti des jambes. Encore une fois, l'effort de coordination est beaucoup plus important. Respiratoire et cardiaque également. Musculaire, beaucoup moins. Allez, 1,15. Restez avec moi, encore 1 minute. « 40 secondes. Allez, on tient les 100. On reste propre. On essaie de pas se crisper. Je suis spécialiste pour crisper les épaules. On essaie de se relâcher un peu. On termine. Allez, 20 secondes. Et on laissera cette courbe remonter après. Et étape. Rapidement checker que la vidéo tourne toujours. Ça, c'est toujours difficile quand on regarde pas ce qu'on fait. On est bon, ça tourne. Allez, vous êtes toujours avec moi. On se pose. On attend. On laisse tout ça redescendre. Super séance. Ce Wingate qui m'a bien fait mal en fin de sprint. Mais encore une fois, je me suis dit que c'était intéressant d'essayer de faire tout ça avec les données en temps réel pour vraiment voir ce qui se passe, parler un peu du ressenti aussi, pas juste avoir les données théoriques sur l'écran, avoir un petit cas pratique comme ça. D'ailleurs, pendant que j'y suis et pendant que j'y pense, si tu as d'autres idées de cas pratiques comme celui-ci, où tu aimerais voir vraiment des réactions en situation, au niveau de l'oxygène, peut-être même au niveau de la VO2 max ou de la VO2, laisse-moi un petit commentaire sous cette vidéo, dis-moi ce que tu aimerais voir, ou apprendre, ou explorer. Il y a plein de choses intéressantes. Donc là, on voit une réaction qui n'est pas tout à fait la même que celle d'avant. On ne remonte pas aussi haut en termes de saturation. Certainement du fait que la demande au niveau utilisation, au niveau des jambes était moindre. Et on sait que l'hyperémie réactive, elle est toujours proportionnelle, ou elle devrait toujours être proportionnelle à la dette d'oxygène qui a été générée ou à l'amplitude de l'utilisation d'oxygène qui a été faite. Donc là, si on a moins utilisé au niveau des jambes, eh ben c'est normal qu'on réagisse moins et qu'on remonte pas aussi haut qu'avant
Et ça, on le voit certainement sur ces 3 pics de récupération entre les intervalles. C'est assez intéressant, on voit vraiment cette hyperémie réactive qui est de moins en moins grande. Et si je repartais sur un cycle à 200 watts et à 60 RPM, eh ben on reverrait une hyperémie réactive qui remonterait un petit peu plus haut, comme elle l'a fait durant le premier intervalle ou après le premier intervalle de travail. Donc voilà, on arrive gentiment au bout de ce premier segment de la vidéo. 35-37 minutes de contenu déjà, donc merci d'avoir regardé jusque-là. Maintenant, on passe au bureau. On va analyser les données ensemble, jeter un petit coup d'œil. Jambe gauche, jambe droite sur les sprints. Jambe gauche, jambe droite sur les différentes cadences à 200 watts pour essayer de potentiellement tirer 2-3 conclusions. Autre que j'ai un déséquilibre gauche-droite. Allez, merci d'avoir regardé jusqu'ici et change rien, à tout de suite. On se retrouve au bureau maintenant. Ok, nous voilà de retour au bureau comme promis pour passer en revue les quelques résultats qu'on a collectés tout à l'heure pendant la séance d'entraînement. Donc, on va tout d'abord regarder les sprints. Ici, je vais essayer de prendre une couleur qui convient et qui n'a pas déjà été utilisée ici dans les différents graphiques. Allez, un beau vert clair. Alors, on avait donc nos sprints, 4 sprints. Ils ne sont pas tous égaux, bien sûr, sachant que je n'ai pas tenu aussi longtemps sur chaque sprint. Je sais que le sprint à 928 watts, le troisième sprint en jaune ici, on voit une durée beaucoup plus courte. On voit qu'il s'arrête et qu'il commence à remonter assez rapidement. Donc ici, pour référence, on a jambe droite et jambe gauche. Et donc, on voit une durée beaucoup plus courte que les autres, alors que les autres se prolongent un petit peu. On a presque un plateau de désaturation avant la remontée progressive. La chose que je voulais illustrer ici principalement, je vais juste effacer ces 2 petites lignes que j'ai déjà mis ici. La chose que je voulais illustrer principalement ici, c'était la grosse différence que l'on peut voir, si j'arrive à retrouver mon stylo, la grosse différence qu'on va pouvoir voir entre ce genre de valeurs et ces valeurs-là, surtout au niveau de la pente. Je pense que si on regarde donc les 3 et 4 qui sont donc en jaune et en vert, on voit cette pente de désaturation qui est vraiment pentue. Et si on la contraste à la pente rouge qui est numéro 2, alors attends, on va utiliser une autre couleur, ce sera encore plus parlant. Maintenant, c'est bien, comme ça j'apprends à utiliser Zoom correctement. Si on prend… Non, j'ai effacé la mauvaise ligne. Reste avec moi, ne me lâche pas. Non, j'ai utilisé la mauvaise couleur. C'est vraiment un fiasco cette histoire. Voilà, on va y arriver. Non, ça c'est toujours la gomme. Alors voilà, on a ces 2 pentes ici qui sont donc les répétitions 3 et 4. Et on a des pentes sur notamment celle-ci et la bleue qui sont bien moins pentues. On voit ici encore une fois la pente bleue, la pente rouge, et donc qui sont les intervalles 1 et 2 à 490 et 640 watts respectivement, en contraste avec ces 2 pentes ici. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant à regarder déjà, et Evan l'a montré avec des données beaucoup plus précises que celle-ci. Le fait simplement que plus l'utilisation d'oxygène est haute, ou plus la puissance fournie est haute, plus l'utilisation en oxygène va être rapide. Et on le voit donc avec cette pente qui détermine donc la vitesse à laquelle l'oxygène est utilisé dans le muscle. Donc ça, c'est intéressant. On voit des courbes de resaturation qui sont très similaires, malgré les différences de puissance, qui sont très similaires dans les cas où la durée d'effort était similaire également. On voit vraiment bien le début de la remontée qui se fait à peu près ici, qui est un petit peu retardé sur cette jambe gauche. Si on regarde ici, on sait que la jambe gauche, elle pêche un peu par rapport à la droite. C'est intéressant de voir que le début de la resaturation parvient à peu près 5 secondes plus tard que sur la jambe droite. C'est quelque chose que je n'avais pas remarqué de prime abord. Donc, c'est pour ça que c'est toujours bien de se poser et de regarder ces données un petit peu plus tard. On voit aussi une pente de resaturation un peu plus nette sur celle-ci comparée à ces différentes courbes-là. Plus nette, on va dire, plus pentue aussi. Mais encore une fois, ce n'est pas
comment dire ça, c'est pas surprenant du fait simplement qu'on a utilisé beaucoup plus d'oxygène dans cet intervalle-là, dans ce sprint-là. Et donc, on va avoir une réponse du système cardiovasculaire et de la vasculature de manière générale qui va être beaucoup plus importante en termes de vasodilatation métabolique pour répondre à la demande d'oxygène. Et donc, ensuite, une différence vraiment, parce que c'est ça qu'on voit, c'est que la pente sur la désaturation, c'est la différence entre l'utilisation et l'apport en oxygène. Et la pente de resaturation, c'est le contraire. C'est quand la resaturation, quand l'apport d'oxygène est au plus haut et l'utilisation est au plus bas, alors que l'autre, c'est le contraire. J'espère que tu m'auras bien compris. Et d'où donc la pente de resaturation qui est plus importante. Mais on voit quand même un certain plateau ici dans ces différentes valeurs, malgré les différentes valeurs de sprint. Donc, toujours des données intéressantes à observer. On va juste effacer tout ça. Ensuite, on passe rapidement au graphique suivant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis côte à côte jambe gauche, jambe droite sur les 4 intervalles. On a intervalle numéro 1, intervalle numéro 2, magnifique, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Voilà, et donc on voit les différents profils. On voit donc un départ ici qui était assez bas pour commencer, une désaturation qui allait en dessous de 10 pour la jambe gauche. Et on voit aussi ce léger délai ici, donc noté par cet espace entre les deux jambes, qu'on retrouve d'ailleurs partout. Donc c'est très intéressant de voir cette jambe gauche qui récupère plus lentement que la jambe droite. Alors certes, elle est allée plus bas, donc ça joue certainement un rôle, mais on voit par contre que la désaturation les courbes de désaturation sont très très similaires. Par contre, oui, ça va un peu plus loin et donc ça prend un petit peu plus de temps à remonter. Donc ça, c'est pour les côtés gauche-droite pendant ces mêmes sprints. Donc toujours des informations intéressantes à observer. J'efface vite tout ça et on passe ensuite sur le test des RPM qu'on a fait en deuxième partie de test. Et ici, l'idée, c'était de voir les différences en efficience au niveau des différentes cadences de pédalage sur le vélo à une puissance donnée. Donc, on était bien à 200 watts sur tous les intervalles. C'était 4 minutes de travail avec, je vais essayer de faire ça bien, 1 minute 30. J'écris vraiment très bien aujourd'hui. De repos. J'aurais vraiment rien dû écrire, ça aurait été certainement mieux pour tout le monde. Et on voit donc que sur les couleurs bleues ici, on est à 60 RPM. Rouge et orange, on est à 80 RPM. Et les orange et rose, on est à 100 RPM. Toujours à 200 watts, donc sur le bike erg. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit notamment qu'à 100 RPM, eh ben, et en sachant que on va dire les trois du bas, le groupe du bas ici, c'est la jambe gauche qui est toujours un petit peu plus basse en termes de saturation en oxygène que la jambe gauche. Et les trois du haut, c'est la jambe droite. Et donc, si on regarde laquelle des trois courbes est la plus basse, donc ce qui voudrait dire pour une puissance donnée laquelle des trois cadences est la moins efficiente, eh ben, on voit clairement que c'est la 100 RPM. On voit ici qu'il y a une nette différence par rapport aux autres cadences, aux cadences de pédalage, chose qui doit certainement être entraînable. Ça doit se travailler, ça se travaille. Et donc, c'est quelque chose on peut rendre ce travail plus efficient, mais si on a l'habitude de tourner à 80 RPM, ben, dès qu'on va se mettre à 100 RPM, c'est clair qu'on n'a plus la même efficience de travail. Donc, un petit test qui est intéressant pour essayer de comparer les différentes cadences et voir à quelle cadence on est le plus efficient. Peut-être pour orienter l'entraînement, peut-être simplement pour trouver sa cadence idéale par rapport à son état physiologique du moment. Donc, un petit test qui peut être intéressant à faire, qui ne nécessite pas d'aller à fond. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, pour différencier entre les 80 RPM et les 60 RPM, c'est un petit peu plus difficile. Elles sont beaucoup plus rapprochées. On voit, alors sur la désaturation, on voit peut-être qu'on désature un peu plus vite sur les 80 RPM
mais j'ai potentiellement lancé la machine un petit peu plus rapidement aussi pour monter à la puissance voulue. Donc, on voit, c'est presque la différence entre ces deux courbes ici et ces deux courbes ici est quasi négligeable. C'est difficile d'extraire quelque chose. On pourrait bien sûr aller regarder les chiffres, faire 2-3 calculs pour voir à niveau exact ce qu'on voit, chose que je n'ai pas faite. À quel point ça peut être intéressant, si on parle de demi-pourcentage, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est intéressant à explorer toutes ces idées et à regarder ce qui se passe voilà, en temps réel pendant l'entraînement. C'était une petite séquence d'entraînement que j'ai bien apprécié faire. Et j'arrive gentiment au bout de cette petite revue des résultats. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si tu es encore là, ça fait un petit moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était intéressant de faire l'entraînement dans ce format-là, en essayant de commenter un petit peu ce que je voyais et ce que je faisais. Si toi, ça te parle, si ça t'intéresse, dis-moi ce que tu aimerais voir. Est-ce que je devrais faire toutes mes séances comme ça? Je suis prêt à le faire. Est-ce qu'il y a des séances spécifiques que tu voudrais voir ou sur lesquelles je fais un commentaire avec les données visuelles en temps réel sur le vélo pendant les efforts? Ça, maintenant que j'ai élaboré un plan d'approche et pu le mettre en exécution et ça a plutôt bien marché. S'il faut le refaire, ça ne me dérange absolument pas. D'ailleurs, ça me fait plaisir de partager ce que je fais, comme tu le sais déjà. Donc, si tu as des questions, si tu as des choses que tu aimerais que j'explore sur ces différents types d'entraînement avec les Moxy, avec potentiellement le VO2 Master aussi, pour avoir le paramètre respiratoire. C'est un petit peu plus dur de parler avec le VO2 Master, c'est pas possible d'ailleurs, c'est pas recommandé parce que ça fausse les résultats de mesures ventilatoires. Mais par contre, c'est possible de faire une séance, de voir les données en live et de faire un commentaire derrière ou par-dessus. Donc voilà, j'attends un petit like de ta part si tu es encore là, s'il te plaît, et merci. J'attends un petit commentaire de ta part également pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, du format, des données aussi, de ce qu'on a pu voir et si tu as des suggestions pour des vidéos futures, quoi qu'il arrive. En attendant, bon après-midi à toi et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!